Un empire qui a autrefois eu l'audace de tracer une ligne droite pour diviser la planète, mais pourquoi aujourd'hui, devenu un complexe touristique haut de gamme, les habitants n'ont-ils pas leur mot à dire ? Un endroit qui contrôlait autrefois les océans se retrouve maintenant à peiner à servir du café aux touristes étrangers sur la terre de leurs ancêtres. Alors que les Américains affluent ici pour échapper à l'inflation, la moitié des habitants locaux ne parviennent à gagner qu'environ 1 000 $ par mois. Une somme risible comparée au prix des logements qui atteignent des sommets similaires à ceux de la Silicon Valley. Décortiquons dès maintenant la réalité du Portugal, grand dans le passé, désillusionné dans le présent. Ne quittez pas l'écran, car cet endroit est aussi le territoire de paradoxes fous, là où l'écorce de chêne est utilisée par la NASA pour fabriquer des fusées, mais où les gens doivent encore cuisiner sous des cratères volcaniques et vivre cachés sous des rochers de 200 tonnes. Numéro 1. Le pays n'a qu'une seule issue, c'est l'océan. Le grand poète Luís de Camões a un jour décrit Cabo da Roca au Portugal par une phrase légendaire. L'endroit où la terre s'arrête et la mer commence. Pour les Portugais, ce n'est pas seulement une falaise haute de 140 mètres au-dessus du niveau de la mer, mais cela établit également une posture de gardien du bord juste à côté de l'immense océan. Avec une superficie précise de 92 212 km², le Portugal est plus petit que l'Indiana. À son apogée, cet empire avait des colonies et des bases sur 4 continents, contrôlant des routes commerciales essentielles entre l'Europe, l'Afrique, l'Inde, l'Asie et les Amériques, soit environ 7% de la surface terrestre. Ce pays est coincé entre l'océan Atlantique d'un côté et une frontière terrestre de 1214 km avec l'Espagne de l'autre. C'est l'une des frontières les plus anciennes du monde, presque inchangée depuis 1297. Cette position crée une zone d'isolement géographique presque absolue. La rigueur de la géographie cache également un véritable monstre au fond de la mer dans la région de Nazaré. Ici se trouve un canyon sous-marin profond de 5000 mètres et long d'environ 230 km. Ce canyon est 3 fois plus profond que le Grand Canyon aux États-Unis et agit comme un immense entonnoir, concentrant et amplifiant toute l'énergie des vagues de l'océan Atlantique. En conséquence, il génère des vagues monstres, pouvant atteindre 30 mètres de hauteur, équivalente à un immeuble de 10 étages. Le record du monde de la plus haute vague jamais surfée a été établi ici, avec une hauteur de plus de 26 mètres. Dans le passé, les marins anciens appelaient cet endroit la mer sombre, et personne n'osait la traverser pendant 1000 ans, car ils croyaient que ces vagues gigantesques marquaient la fin de la vie. Cette isolation géographique a conduit à un paradoxe démographique très surprenant. Sur plus de 6 millions d'habitants, 70% de la population est concentrée dans une étroite bande côtière d'environ 50 km. Dans la capitale Lisbonne, la densité de population atteint près de 6000 personnes par kilomètre carré, tandis que dans les régions intérieures à l'est, ce chiffre tombe à moins de 20 personnes. En raison des montagnes et des frontières terrestres difficiles, les Portugais ont toujours tendance à se tourner vers l'océan comme la seule issue pour survivre, plutôt que de regarder vers l'intérieur des terres. Avez-vous le courage d'admirer ces vagues aussi hautes qu'un immeuble de 10 étages s'écrasant sur le rivage chaque jour ? Partagez vos impressions dans les commentaires. Numéro 2. Quand 1 million de personnes osent diviser la Terre, un pays dont la superficie n'atteint même pas celle de l'État de l'Indiana aux États-Unis a osé déclarer qu'il possédait la moitié de cette planète. C'est là l'arrogance du Portugal au XVe siècle. Écrasés par une géographie étroite, les habitants de cette région se sont tournés vers la mer. En 1494, la population portugaise ne comptait qu'environ 1 million d'habitants, mais ils ont tracé une ligne droite à travers l'Atlantique pour diviser le monde en deux. Ils ont implicitement déclaré que toutes les terres situées à l'est de cette ligne, y compris des continents encore inexplorés, leur appartenaient. C'était l'accord de partage immobilier le plus audacieux et le plus fou de l'histoire de l'humanité, où un petit pays osait diviser le monde comme on partagerait un gâteau. Pour concrétiser cette ambition, les Portugais ont créé une révolution technologique appelée la caravelle. Vous pouvez considérer cela comme l'Internet du XVe siècle. L'innovation de la caravelle résidait dans son système de voiles triangulaires, permettant aux navires de naviguer contre le vent, une technique jamais réalisée auparavant. Grâce à cette technologie, les petites flottes portugaises pouvaient parcourir des dizaines de milliers de kilomètres pour dominer les océans,
sans avoir besoin d'un grand nombre d'hommes. Par ailleurs, la fièvre des épices au XVIe siècle a transformé la capitale Lisbonne en l'une des villes les plus riches et les plus luxueuses du monde. À cette époque, la valeur du poivre ou de la cannelle était supérieure à celle de l'or, et le Portugal détenait le monopole de ses ressources. Cependant, cette richesse a engendré une fuite des cerveaux et une dépopulation catastrophique. Selon des données historiques, plus de 60% des hommes en âge de travailler avaient quitté le pays à la recherche d'or et d'épices. Lisbonne est alors devenue une ville étrange, peuplée presque uniquement de femmes, d'enfants et de personnes âgées, car la plupart des hommes avaient trouvé la mort au fond des océans ou s'étaient installés dans des terres lointaines. La conséquence de l'expédition de millions d'hommes a été la formation de la gigantesque communauté lusophone que nous connaissons aujourd'hui. Les soldats et marins portugais ont réalisé des mélanges culturels à grande échelle au Brésil, en Afrique et en Asie, créant un vaste empire culturel, avec plus de 250 millions de personnes parlant portugais à travers 4 continents. Ce chiffre est aujourd'hui 25 fois supérieur à la population réelle d'environ 10 millions d'habitants vivant dans la métropole. Numéro 3, le revers de la médaille du paradis à bas prix du Portugal. L'étiquette paradis à bas prix que vous voyez souvent sur internet est en réalité un mensonge douloureux pour plus de 10 millions de personnes vivant au Portugal. Trouver un logement à Lisbonne en ce moment est aussi difficile que de vivre avec le salaire d'un stagiaire pour louer un appartement au cœur de la Silicon Valley. Le Portugal est actuellement l'un des pays avec les revenus les plus bas d'Europe de l'Ouest, avec plus de 50% des travailleurs ne gagnant qu'environ 1000 $ par mois. Pourtant, les données montrent que les prix de l'immobilier à Lisbonne ou à Porto ont explosé de plus de 100% en seulement 10 ans, atteignant un taux de croissance 2 fois supérieur à la moyenne de l'Union européenne. Ironiquement, ce sont les dollars juteux des touristes étrangers qui poussent involontairement les jeunes locaux vers des banlieues éloignées. L'algorithme de YouTube nous a martelé l'image d'un Portugal comme un paradis pas cher, incitant ainsi les passionnés de voyage à affluer ici, ce qui a fait grimper les coûts. Actuellement, l'indice de charge de coût du logement à Lisbonne atteint près de 60% du revenu moyen des habitants, un chiffre record en Europe. C'est pourquoi les habitants descendent dans la rue pour protester. Ils ne vous détestent pas, ils détestent simplement la façon dont leur ville se transforme en une station balnéaire exclusive pour les riches étrangers. Pour des milliers d'Américains épuisés par l'inflation et les coûts de santé élevés, déménager au Portugal est un plan B parfait. Mais aux yeux des habitants, c'est plutôt un plan A de la cupidité. Ils appellent cela une forme de colonialisme du style de vie. Les riches de l'hémisphère nord viennent, dépensent de l'argent pour acheter des biens immobiliers afin d'obtenir des droits de résidence et un passeport européen, laissant les locaux se débattre dans leur propre maison. Les statistiques montrent que dans les quartiers centraux de Lisbonne, plus de 20% des appartements ne sont pas détenus par des Portugais, rendant les quartiers traditionnels soudainement silencieux. Et voici le comble de l'ironie. Au XXe siècle, des centaines de milliers de Portugais ont dû quitter leur patrie pour travailler comme ouvriers à Paris ou en Allemagne afin d'envoyer de l'argent chez eux. Aujourd'hui, le pays qui exportait cette main-d'œuvre bon marché doit accueillir un flux migratoire inverse des plus riches du monde. Cela crée un échange de rôles douloureux. La génération de leurs grands-parents devait travailler à Paris, tandis que maintenant leurs petits-enfants se retrouvent derrière le bar à servir du café aux nomades numériques dans leur propre pays. Que pensez-vous de ce paradoxe, le paradis de l'un et l'enfer de l'autre ici ? Si vous êtes un jeune, voyant votre ville se transformer en une station balnéaire haut de gamme, comment vous sentiriez-vous ? N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires. Numéro 4. Le secret de la force des femmes portugaises. Alors que la plupart des hommes portugais étaient absorbés par des expéditions maritimes qui duraient des décennies, sur le continent, les femmes ont discrètement construit leur propre empire de pouvoir. Pendant plus de 5 siècles de l'ère des découvertes, l'absence des hommes a accidentellement transformé les villages de pêcheurs et les villes en un terrain de jeu exclusivement féminin. Elles n'étaient pas seulement des ménagères, mais aussi la force principale de gestion économique et de fonctionnement social. Bien que le Portugal ait conservé l'apparence d'une société catholique traditionnelle, en réalité, il fonctionnait selon une structure de matriarcat souterrain. Toutes les décisions importantes, des dépenses domestiques au commerce des biens dans les ports, étaient entre les mains de ces femmes puissantes.
La meilleure illustration de cette polyvalence se trouve chez les femmes de la célèbre région de Nazaré. Elles portent un costume traditionnel extrêmement unique, une jupe à 7 couches, symbolisant les 7 jours de la semaine, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel et les 7 vagues de l'océan. L'image de ces femmes en jupes multiples, assises sur le sable à tisser des filets en attendant leur mari, tout en gérant la vente de poissons et les comptes financiers de toute la communauté, est devenue un symbole de résilience. Ces couches de jupes sont en réalité une manière de se protéger du froid du vent marin lorsqu'elles doivent rester dehors pendant des heures pour gérer leurs affaires, tout en exprimant leur statut et leur capacité à faire face à toutes les situations en tant que chef de famille. La force des femmes portugaises ne provient pas de la faiblesse, mais est forgée par un état d'esprit particulier, appelé saudade, ou la tristesse fière. C'est un état d'esprit qui se forme lorsqu'elles doivent accepter la dure réalité que leur homme ne reviendra peu, être jamais de l'océan. Au lieu de s'effondrer, elles transforment cette attente et cette nostalgie en une force de vie extraordinaire. Cette force est également démontrée par des statistiques modernes sur l'égalité des sexes dans ce pays. Le Portugal est actuellement l'un des pays avec le plus haut taux de femmes propriétaires d'entreprises et occupant des postes de direction dans l'Union européenne, atteignant plus de 35%. De plus, dans les domaines de la recherche scientifique, les femmes portugaises représentent jusqu'à 45% de la main-d'œuvre totale, dépassant la moyenne de nombreuses puissances comme les États-Unis ou le Japon. Cette histoire de devoir naviguer seule dans la vie a engendré une génération de femmes modernes, avec une pensée indépendante et d'excellentes compétences en gestion. Leur beauté physique est également une synthèse unique de l'héritage génétique issu de l'histoire des échanges entre les ethnies. Vous trouverez chez les femmes portugaises la force de la structure osseuse des Celtes du Nord, la peau couleur miel des Maures d'Afrique du Nord et les yeux sombres et profonds des anciens Phéniciens. Ce mélange crée des visages qui allient la délicatesse européenne à la passion et au mystère de la Méditerranée. Que pensez-vous du pouvoir souterrain et de la résilience des femmes portugaises ? Une beauté forgée par la tristesse et l'attente vous impressionne-t-elle ? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Numéro 5. Le pays le plus lent d'Europe. La résilience à attendre pendant des siècles a façonné une philosophie de vie très particulière chez les Portugais. La lenteur. Là où, ailleurs, le temps est de l'argent, dans la région de l'Alentejo au Portugal, on vénère un concept appelé vagar. Ce n'est pas simplement de la lenteur, mais le droit de posséder son propre temps. Dans un monde obsédé par la productivité et la technologie, les habitants de l'Alentejo refusent calmement de participer à la course. Pour eux, chaque instant qui passe doit être pleinement ressenti, plutôt que d'être réduit à de simples chiffres sur une horloge. Dans la vieille ville d'Evora, ne soyez pas surpris de voir un déjeuner s'étendre paresseusement sur 3 heures. Les habitants considèrent le fait de ne rien faire au soleil, ou tomar au sol, comme une activité bénéfique pour régénérer l'âme, et non comme de la paresse. Ils peuvent passer des heures assis sur des bancs de pierre, simplement à observer l'ombre se déplacer sur les murs blanchis à la chaux. Cette philosophie les aide à rester sereins face aux aléas de la vie, car Zé croit que ce qui est vraiment important ne nécessite jamais de précipitation. Cette lenteur a également apporté au Portugal une conséquence remarquable en matière de sécurité. Selon l'indice de paix mondial 2024, le Portugal se classe actuellement au 7e rang des pays les plus pacifiques du monde, surpassant des puissances comme les États-Unis ou le Royaume-Uni. Les habitants croient que la précipitation est souvent liée à la cupidité, qui est à l'origine de tous les conflits. La philosophie du vagar crée également une forte résistance à la culture rapide à l'américaine. Il est très rare de voir un Portugais marcher en tenant un café à emporter. Pour eux, c'est une insulte à l'art de déguster. Si vous voulez boire un café, vous devez vous asseoir, utiliser une tasse en porcelaine et consacrer au moins 15 minutes à le savourer. Il existe des données concrètes qui témoignent de cette dépendance à la lenteur. Le Portugal est le pays avec la plus forte densité de café par habitant en Europe, avec en moyenne un café pour 200 habitants. Cela signifie qu'il y a plus d'espace consacré à s'asseoir et ne rien faire ici que dans de nombreuses autres industries. Les statistiques montrent également que les Portugais passent en moyenne 10 heures par semaine à discuter dans des cafés, soit 7 fois plus que la moyenne des Américains. C'est cette consommation de temps intentionnelle
qui leur permet de maintenir un équilibre psychologique et de transformer ce pays en une oasis de paix au cœur de l'Europe moderne. Numéro 5. L'île qui cuisine avec des volcans. Si vous pensez qu'il est impératif d'avoir une cuisinière à gaz ou un micro-ondes pour préparer un repas copieux, les habitants des Açores, au Portugal, vous montreront un four géant situé sous terre. Dans la région de Furna, sur l'île de São Miguel, les habitants ont une méthode de cuisson extrêmement originale appelée le four du diable. Au lieu de cuire sur le feu, ils mettent tous les ingrédients, de la viande de bœuf, du porc, du poulet aux légumes, dans de grandes marmites, les scellent hermétiquement et les enterrent dans des trous de terre qui fument intensément. Ce sont des trous thermiques naturels, chauffés par l'activité volcanique juste sous vos pieds. Le plat le plus célèbre préparé avec cette méthode est le cozido da Furnas. La marmite de nourriture se repose sous terre pendant 6 à 7 heures, permettant à la chaleur résiduelle du volcan de cuire uniformément tous les ingrédients. Pour vous donner une idée de la puissance de ce four, la température dans ces trous peut atteindre environ 100 degrés Celsius, soit 212 degrés Fahrenheit, suffisamment pour faire bouillir de l'eau sans aucune source d'énergie artificielle. Ce ragoût n'a pas d'odeur de fumée ou de feu, mais plutôt une saveur riche, juteuse, avec une légère note minérale caractéristique de la géothermie. Cette activité volcanique ne fournit pas seulement de la chaleur pour la cuisson, mais crée également un sol extrêmement fertile. Cela conduit à un autre fait étonnant. Les Açores sont l'un des rares endroits en Europe où l'on peut cultiver du thé à une échelle industrielle. En effet, la plantation de thé goréana fonctionne sans interruption depuis 1883, ce qui en fait la plus ancienne et la seule plantation de thé encore existante de l'Union européenne. Avec une humidité moyenne toujours autour de 80% et un sol volcanique riche en acide, le thé des Açores a une saveur pure et totalement propre, car ils n'ont pas besoin d'utiliser de pesticides, simplement parce que les insectes tropicaux ne peuvent pas survivre dans le climat particulier de cette île. L'exploitation de l'énergie géothermique a permis aux habitants des Açores de maintenir un mode de vie à la fois économique et en parfaite harmonie avec la nature. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de technologies modernes pour savourer de bons repas ou déguster des tasses de thé de qualité supérieure. Tout ce dont ils ont besoin, c'est de la patience pour attendre que la terre-mère fasse son œuvre. Que pensez-vous de manger un plat qui a été enterré sous terre pendant 7 heures ? Oseriez-vous essayer ce ragoût volcanique si vous aviez l'occasion de visiter le Portugal ? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Numéro 6. Les Portugais gagnent de l'argent grâce à quelque chose d'inattendu. Chaque fois que vous entendez le bruit agréable du pop en ouvrant une bouteille de vin, il y a plus de 50% de chances que le bouchon provienne du Portugal. Ce pays est le maître incontesté de l'industrie de la production de bouchons dans le monde, avec une production représentant plus de la moitié de l'ensemble du marché mondial. Cela signifie que pour chaque 2 bouteilles de vin ouvertes sur cette planète, l'une d'elles porte l'âme des chênes portugais. But, ne pensez pas que les Portugais se contentent de couper des arbres pour obtenir du bois pour les bouchons. Ici, abattre un chêne pour en faire des bouchons est un acte illégal qui peut vous causer de gros ennuis avec la loi. Au lieu de cela, un processus de récolte extrêmement patient est mis en œuvre. Ils ne sont autorisés à enlever l'écorce du chêne qu'une fois tous les 9 ans. C'est le temps nécessaire pour que l'arbre se régénère et produise une nouvelle couche d'écorce plus résistante sans nuire à sa vie. C'est pourquoi un chêne ici peut vivre plus de 200 ans et est numéroté sur son tronc pour suivre rigoureusement son calendrier de changement de peau. Ce qui est le plus incroyable, c'est que les bouchons portugais ne se limitent pas aux caves à vin, mais atteignent même l'espace. Grâce à leurs excellentes propriétés thermiques, leur élasticité et leur poids ultra léger, la NASA a utilisé ce matériau pour fabriquer des panneaux isolants pour les vaisseaux spatiaux et les fusées. Pour vous donner une idée de son efficacité, cette écorce de chêne peut protéger les vaisseaux spatiaux des températures extrêmes lors de leur retour dans l'atmosphère terrestre. Et ce n'est pas tout. Les Portugais ont également eu l'idée de transformer les bouchons en un tissu spécial pour fabriquer des sacs à main, des portefeuilles et même des chaussures. Ce matériau est parfaitement imperméable, extrêmement léger et entièrement écologique. Vous pouvez tout à fait porter des chaussures fabriquées à partir d'écorce de chêne tout en vous sentant à l'aise, durable et à la mode, sans rien envier aux cuirs les plus chers.
Cette industrie unique contribue non seulement à des milliards de dollars au PIB chaque année, mais elle aide également le Portugal à devenir un pays pionnier dans l'utilisation de matériaux durables. Numéro 7. Le village construit sous des rochers pesant des centaines de tonnes. En général, lorsque l'on souhaite construire une maison, la première étape consiste à aplanir le terrain et à débarrasser le site des pierres et gravats. Cependant, les habitants du village de Monsanto au Portugal adoptent une approche totalement différente. Ils choisissent de se plier à la nature au maximum en construisant leur maison juste en dessous et autour d'énormes blocs de granit. Ce village est surnommé le village le plus portugais du Portugal. Au lieu de démolir ces blocs pesant plusieurs centaines de tonnes pour faire de la place, les habitants les intègrent comme une partie indissociable de l'architecture. Vous verrez des maisons dont le toit est un immense rocher ou dont les murs sont formés par des blocs de pierre massive. Cela crée un paysage si majestueux qu'il donne aux visiteurs l'impression que ces pierres pourraient rouler à tout moment, alors qu'en réalité, elles sont restées immobiles là depuis des centaines d'années. Si l'originalité du village de Monsanto ne vous a pas encore émerveillé, jetez un œil à la Casa do Penedo, également connue sous le nom de Maison de Pierre, située dans la chaîne de montagnes de Faf, au nord du Portugal. C'est un chef-d'œuvre étrange, car elle est entièrement construite en coinçant 4 grands rochers. De loin, cette maison ressemble à celle de la famille Flintstone dans le dessin animé. Fait intéressant, bien qu'elle attire des milliers de touristes chaque année, cette maison n'a absolument pas de réseau électrique. La force de cette architecture réside dans sa durabilité et son incroyable capacité d'adaptation. Les blocs de granit à Monsanto peuvent peser plus de 200 tonnes, ce qui équivaut au poids d'environ 35 camions de grande taille réunis. L'utilisation de la pierre naturelle pour les murs et le toit permet aux maisons de bénéficier d'une isolation thermique parfaite, maintenant l'intérieur frais, même lorsque les températures extérieures dans la région de l'Alentejo atteignent 40 degrés Celsius. Un autre fait précis est que, malgré son terrain difficile, Monsanto a réussi à surpasser des centaines d'autres villages pour obtenir le titre de village le plus caractéristique du pays depuis 1938. À ce jour, les réglementations de conservation y sont si strictes que les habitants ne sont pas autorisés à modifier la structure ou à déplacer même un petit bloc de pierre près du chemin. Avez-vous le courage de dormir dans une pièce où un rocher de 200 tonnes se trouve juste au-dessus de votre tête? Ou préférez-vous la totale séparation du monde électronique, comme dans la maison de pierre Casa do Penedo? N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Numéro 8. La révolution la plus étrange de l'histoire. Lorsqu'on évoque un coup d'État contre un régime dictatorial, on pense immédiatement à des chars grondants et à des nuages de fumée. Cependant, les Portugais ont réussi à renverser leur régime en 1974 sans recourir à la violence. Le 25 avril 1974, l'armée a décidé de mettre fin à une dictature qui avait duré 48 ans dans le pays. Une situation extrêmement intéressante s'est produite lorsqu'une femme nommée Céleste Cairo tenait dans ses mains des bouquets d'œillets pour préparer une fête dans un restaurant. Lorsqu'un soldat dans la rue lui a demandé une cigarette, n'en ayant pas, elle lui a offert une tige d'œillet. Ce soldat a eu l'idée brillante de planter cette fleur au bout de son fusil. Cette image s'est immédiatement répandue dans la capitale Lisbonne comme un effet hors de contrôle. D'autres soldats ont commencé à imiter ce geste, en plantant des fleurs dans le canon de leurs armes ou en les épinglant à leur veste, transformant ainsi des instruments de mort en bouquets mobiles éclatants de rouge. Ce coup d'État s'est déroulé si paisiblement que les magasins sont restés ouverts et que les gens, au lieu de se cacher chez eux, sont sortis dans les rues pour offrir des fleurs aux soldats. Cela est considéré comme la plus belle révolution de l'histoire de l'humanité au XXe siècle, où des fleurs fragiles ont triomphé de tous les canons. Pour illustrer la magie de cette révolution, les statistiques montrent qu'il n'y a eu que 4 morts durant tout le processus de transition du pouvoir, un chiffre record pour un coup d'État après près de 50 ans de régime. L'ancien gouvernement s'est effondré en moins de 24 heures sans qu'aucun affrontement militaire d'envergure ne se produise. La puissance du 25 avril a été telle qu'elle a complètement changé le destin et les finances de ce pays. Immédiatement après la Révolution, le Portugal a décidé de mettre fin à ses coûteuses guerres coloniales. Auparavant, le gouvernement dictatorial avait dû consacrer plus de 40% du budget national uniquement aux dépenses militaires et aux guerres à l'étranger. Une fois la paix rétablie, cette énorme somme
de plusieurs milliards de dollars a été réorienté vers l'éducation et la santé. En conséquence, en seulement 30 ans, le taux d'analphabétisme dans le pays est passé de 25% à presque zéro. Échanger des armes contre des fleurs a non seulement apporté la liberté, mais a également réellement apporté la prospérité à chaque famille portugaise. Aujourd'hui, le 25 avril est célébré comme le jour de la liberté et est la fête la plus importante pour chaque habitant de ce pays. Numéro 9. Ce pays est né d'une révolte familiale. Le Portugal est né d'une révolte familiale. En 1128, son premier roi, Afonso Henrique, a accompli un acte que peu de gens auraient osé envisager. Il a mené ses troupes pour vaincre sa propre mère lors de la bataille de São Mamede, afin de revendiquer l'autonomie. Le Portugal est officiellement apparu sur la carte du monde, non pas grâce à un traité de paix, mais grâce à un fils déterminé à désobéir à sa mère pour affirmer l'identité de son peuple. Cet esprit de fierté est encore profondément ancré dans chaque pierre de Guimarães, la ville surnommée le berceau de la nation. Ici, vous verrez l'inscription « C'est ici que le Portugal est né », fièrement gravée sur les murs anciens. Les habitants de cette région ressentent une grande fierté. Ils ne se considèrent pas simplement comme des Européens, mais affirment toujours être les premiers Portugais. Cette fierté est si forte qu'elle devient une partie indissociable de l'identité de chaque individu né sur cette terre. La têtue de cette petite bande de terre se concrétise également par la forteresse d'Elvas, le plus grand système de défense en étoile au monde. Avec une superficie de 300 hectares et un système de murs solides, Elvas a été construite non pas pour envahir qui que ce soit, mais pour envoyer un message clair aux pays voisins. Ne franchissez jamais cette ligne. Cette forteresse possède un système de fossés secs et de murs si complexe qu'elle a résisté pendant des siècles sans jamais être complètement vaincue par aucune armée, devenant ainsi un symbole de l'entêtement et du courage du peuple portugais. C'est cet esprit de rébellion contre toutes les forces supérieures, qu'il s'agisse de sa mère, de l'Empire romain ou du voisin espagnol, qui a créé une génétique particulière pour cette nation. Lorsque la géographie terrestre est devenue trop étroite et qu'il n'y avait plus de place pour s'épanouir, ils ont réalisé le saut le plus audacieux de l'histoire, plonger directement dans l'océan pour conquérir de nouvelles terres. Sans cette obstination et cette volonté d'indépendance ancrée dans leur sang, peut être que le monde n'aurait pas connu la grande ère des explorations maritimes de l'humanité. Eh bien, nous avons parcouru des vérités étonnantes sur le Portugal. J'espère que ce voyage de découverte vous a permis d'avoir une vision plus authentique du Portugal. Quelle vérité vous semble la plus fantastique ? Utiliser de l'écorce d'arbre pour construire une fusée ou construire une maison sous un rocher de 200 tonnes ? N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et d'appuyer sur le bouton Hype pour ne pas manquer les prochaines explorations de vérité.